Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire de l'actualité ce soir, trafic de passeports diplomatiques impliquant des parlementaires, des Sénégalais condamnent cette pratique et invitent la justice à appliquer la loi en vigueur si toutefois les faits sont avérés. Reportage de Mamadou à suivre tout à l'heure. Année scolaire 2021-2022, c'est pour bientôt. Pour une année sans trouble, le chef de l'État a instruit le ministre de l'Éducation nationale à prendre les mesures idoines. Les parents d'élèves saluent la démarche et espèrent que les instructions de l'État seront appliquées par la tutelle. À suivre le reportage d'Abdourahmane Ly. L'électrification totale de Touba et ses environs, c'est bientôt le cas. La Sénélec va mettre en œuvre son projet Boucle du Ferlo. Ce poste d'une capacité de 225 kW sera financé à hauteur de 7 milliards de francs CFA. Dans Fenêtre d'Afrique ce soir, l'alliance spectaculaire entre la formation politique de l'ancien président Yaya Jammeh et celle du président Adama Barrow suscite l'onde de choc en Gambie. Les victimes du régime de Jammeh parlent de haute trahison, de la part de l'actuel président. À suivre les précisions de notre correspondant permanent à Banjul, Amadou Bari. Trafic de passeports diplomatiques impliquant des députés, des parlementaires, des Sénégalais sont désolés, invitent la justice à aller jusqu'au bout de cette enquête pour que les responsables soient punis selon les lois en vigueur. Un reportage. À Mermoz Pyrotechnique, taximènes vigiles prennent le petit déjeuner auprès des Aoussa. Ici, l'actualité est au centre des débats. L'histoire du trafic des passeports diplomatiques avec la complicité des députés interpelle Omar Faye, le vigile condamne. Ils sont appelés tous à condamner. Les députés, ils ont été élus par le peuple. Ils sont bien payés. Ils ont tous. Ils voient une autre frange de la population qui n'ont même pas 500 francs par jour. Ils sont tous avec eux. Donc vraiment, je ne vois pas pourquoi ils prennent cet argent-là pour des passeports diplomatiques. Djibi Diop, horloger, la cinquantaine, lui réclame justice si toutefois les faits sont avérés. Mais quel que soit, comment on dit? Il faut se suffire de ce que l'on a. C'est pas ce qu'on attend d'un député. La vie est très chère. On attendait à ce qu'ils en parlent. Ce n'est pas normal. Ils ne méritent pas d'être des députés. Ils doivent être arrêtés. Ce scandale, ainsi que d'autres impliquant parfois des autorités, Omar Faye a demandé des sanctions. Non, ça nous a fait mal, ça nous a fait mal. Si tu es Sénégalais, étant Sénégalais, c'est une chose qui te fait mal. Que justice soit faite. Il n'y a pas de midi à 14 heures, il faut que justice soit faite pour que ces choses ne se reproduisent plus. Deux députés, Babacar Biaye et Mamadou Sall, ainsi que le rappeur Khalifa sont impliqués dans des trafics de passeports diplomatiques. Ces Sénégalais, navrés, réclament la lumière sur ces affaires. Et l'école sénégalaise qui va ouvrir ses portes dans quelques semaines et pour une année scolaire sans perturbation, le président de la République a donné des instructions au ministre de l'Éducation nationale et à son collègue de la formation pour prendre les dispositions nécessaires. Une décision saluée par des parents d'élèves rencontrés par notre reporter Abdourahmane Ly. L'instruction du chef de l'État vient à son heure. C'est du moins l'avis de Philippe Mané. Bien que pressé, il a bien voulu donner son point de vue en tant qu'acteur du secteur. Au-delà de son titre de parent d'élève, Philippe est également responsable dans un institut privé d'enseignement, conscient des difficultés qui tendent à gangréner le secteur éducatif. Il espère une instruction suivie de faits. Il y a la déclaration et c'est un souhait. Et sur le terrain maintenant, il y a ce qui va se faire avec les acteurs. C'est ce qu'on va attendre et on pense que ça va bien se passer. Mais comme on le sait, il y a toujours une déclaration et la réalité des fois est tout autre sur le terrain. On souhaiterait que vraiment les acteurs soient beaucoup plus engagés. Et quand je dis acteurs, c'est toutes les personnes qui interviennent sur la chaîne de l'éducation, en commençant par le ministère envers ses engagements. Juste à quelques pas, nous nous retrouvons chez une gargotière. Un autre parent d'élève prend son petit déjeuner. Le camarade veut que l'on parle de ces écoles sous les eaux.
Sa solution, la mise en place d'abris provisoires et permettre aux élèves d'être à jour sur le programme. Les abris provisoires, comme on le dit, c'est des abris provisoires, ce n'est pas pour l'éternité. Les gens vont le poser pour un moment très bien déterminé. À partir de là, ils pourront gagner du temps et ça va leur permettre aussi d'être en avance sur le calendrier scolaire. Nous gardons de nous retrouver devant une autre nuit à Grand Dakar. Rougui Malo interpelle les parents d'élèves sur l'éducation de leurs enfants pour éradiquer la violence dans les écoles. La violence est à son paroxysme dans les écoles ces derniers temps. Auparavant, on ne notait pas ce genre de choses. Mieux, nous avions même du mal à regarder nos enseignants dans les yeux. Ses parents apprécient le discours du chef de l'État et interpellent les parents à assumer pleinement leurs responsabilités pour une année scolaire stable. Éducation, toujours la semaine nationale de l'alphabétisation lancée à Diamniadio et pour cette année, l'apport du numérique dans l'alphabétisation face aux défis liés à la crise sanitaire est la thématique principale. Le ministre de l'Éducation nationale a présidé la cérémonie de lancement. Mamadou Talla au micro de Babacar Seck. Comme dans tous les secteurs liés à l'éducation et à la formation, nous avons comme support le numérique qui va accompagner les enseignements apprentissages. Alors, pendant ce lancement, nous avons aussi donné des clés USB qui contiennent des documents audio et vidéo qui permettent d'accompagner les enseignements apprentissages. Mais on a également, et ça c'est extrêmement important, 6 décrets qui permettent donc de traduire en braille certaines langues qui existent depuis longtemps. C'est pour vous dire tout simplement que nous lançons donc cette semaine dans un contexte particulier, assez difficile, mais cette année la particularité c'est le numérique. Le numérique qui nous a beaucoup aidé pendant cette Covid, avec l'éducation, avec le projet PROME et toutes ces ressources que nous avons sont également utilisées dans l'alphabétisation. Nous avons fait venir également les facilitateurs qui sont sur le terrain. Plusieurs classes existent dans l'alphabétisation. Nous avons fait venir également la société civile. Donc c'est tout le secteur, le sous-secteur de l'alphabétisation qui est aujourd'hui présent pour célébrer donc cette grande journée extrêmement importante en ayant comme ligne de mire le numérique qui accompagne et également le braille comme support qui permet donc, vous avez entendu le représentant donc des malvoyants ou des non-voyants qui a beaucoup insisté sur le fait que le braille puisse être installé pas seulement en Wolof mais dans les autres langues à travers le pays. Parlons à présent de la grogne des commerçants du marché HLM face à l'insalubrité, l'occupation anarchique de ce marché, les taxes et la concurrence étrangère déloyale, des mots qui menacent leurs activités dans ce marché réunis autour de l'association des commerçants et industriels du Sénégal. Ils interpellent les autorités étatiques. Ibrahim Ali, secrétaire général adjoint de la section HLM de l'ASSIS au micro de Ndeye Mariam Gaye. Le marché HLM est confronté à une insalubrité permanente tout au long de l'année. À cela s'ajoute une occupation anarchique de la voie publique sous le regard complice des services compétents de la commune qui assimilent les commerçants à des vaches laitières. De surcroît, l'État nous impose de nouvelles taxes à l'ordre de 12% pour le PCF et 3% pour le PROMAT, programme de modernisation de l'administration douanière, et de 3% du BIC qui inévitablement va être ressenti négativement par le consommateur. Donc nous appelons l'État à faire marche arrière sur ces mesures qui ne feront qu'empirer la situation socio-économique du pays. Et enfin, c'est la concurrence étrangère déloyale. Ce fléau qui, si on n'y sent pas garde, va amener tous les commerçants à fermer boutique. En effet, de grands industriels nous suivent jusqu'à nos marchés et pratique avec insolence du dumping et de l'arnaque sur les mesures au su et au vu des services du commerce. Sur ce point précis, nous invitons les associations de consommateurs à faire passer l'intérêt des nationaux au premier plan, car tout ce que gagne le commerçant sénégalais est réinvesti dans ce pays. Nous interpellons directement le ministre du Commerce encore une fois sur la concurrence étrangère déloyale, car les commerçants n'en peuvent plus et sont déterminés à en détourner si rien n'est fait.
Et dans l'actualité politique, mairie de Ndiarème Limamoulaye, la procédure de remplacement du défunt maire a été enclenchée. 4 candidats étaient en lice pour le fauteuil du maire et c'est suite à un deuxième tour très serré que le candidat de Réumi et premier adjoint du maire a été élu par 27 voix contre 25. Un choix qui ne fait toutefois pas l'unanimité. Les précisions dans ce reportage signé Mohamed Lamine Fati. Les résultats des élections pour le remplacement du défunt maire de Ndiarème Limamoulaye, une pilule dure à avaler pour ces malheureux partisans. Élection à 2 tours remportée par le premier adjoint du défunt maire, 29 voix contre 26. La partie adverse se dit déçue, mais prend avec philosophie cette défaite. Nous remercions Dieu de ce qu'il a fait. Mais ce qui est sûr et certain, et l'essentiel, c'est que même s'il y a des traîtres, il y a des fils de Mohamedou Beydi Seye qui ne trahiront jamais leur mémoire. Donc nous prions pour que celui qui a gagné, qu'il gouverne le reste du mandat en paix, mais le combat continue parce que nous restons derrière Beydi Seye et nous serons toujours derrière Beydi Seye et nous sommes des dignes fils de Mohamedou Beydi Seye. Le nouveau maire de Ndiarème Limamoulaye se félicite de sa victoire et appelle ses collaborateurs à aller vers l'essentiel. Ça ne m'empêche pas de féliciter tous les conseillers qui ont voté, mais particulièrement ceux qui très tôt ont cru à ma candidature, l'ont porté, ont œuvré pour la faire triompher et aujourd'hui m'ont choisi. Mais n'empêche, je ne peux pas également oublier l'autre camp, qui ont fait un autre choix. Mais que ce soit l'un ou l'autre choix, nous allons tous nous retrouver ensemble dans la dynamique unitaire que le défunt maire Mohamedou Beydi Seye avait instaurée. Devant la mairie de Ndiarème Limamoulaye, les partisans du défunt maire se sont rassemblés pour montrer leur mécontentement. Un fait qui s'explique par l'élection du nouveau maire à la tête de la commune, qu'il qualifie de traître. Vidjouaï Mohamed Fati, Radio. Électrification à Touba, la Sénélec met en œuvre le projet boucle du Ferlo, un projet visant à booster la capacité électrique à Touba et environ via la construction d'un poste de 225 kW financé à plus de 7 milliards de francs CFA. À Touba, la correspondance de Goran Daklo. Financé à hauteur de 7 milliards de francs CFA, le directeur général de la Sénélec a lancé le démarrage des travaux du projet boucle du Ferlo avec l'érection d'un poste électrique de 225 kW, un projet qui vise à renforcer la capacité d'électricité dans la capitale du mouridisme. Avec le lancement de ces importants travaux, Sénélec va ainsi consolider davantage son réseau et préparer l'échéance imminente du gaz Tupao dans la perspective de 2023. Comme vous le savez, ce projet vise à développer le réseau de transport pour sécuriser l'alimentation des zones de Touba, Ndioum, Linguère. Augmenter la capacité de transit vers Dakar en perspective de la réalisation de la mise en service à moyen terme des projets de deuxième génération de l'OMVS. Papa Dembabitaï d'ajouter que le projet du boucle du Ferlo entend également favoriser l'accès à l'électricité dans le monde rural. Cette ligne contribuera aussi au projet d'accès universel à l'électricité dans les régions traversées et nous permettra d'envisager une participation favorable au grand marché de l'électricité de la CEDEAO. Avec les investissements de cette envergure, Sénélec appuie la politique économique de l'État du Sénégal dans le cadre de sa mission de service public et d'opérateur historique chargé de la gestion du réseau de transport. Accueilli par le porte-parole du Khalife général des Mourides qui à son tour magnifie l'engagement du gouvernement à faire de Touba une zone sans délestage, un projet bien apprécié par le patriarche de Darou Minam.
Parlons à présent de la redynamisation des activités sylvo-pastorales. Le projet Sustain Sahel pour la préservation des ressources naturelles a réuni des acteurs du Sénégal, du Mali et du Burkina Faso autour d'un atelier à Saly. C'est pour réfléchir sur la mise sur pied de plateformes d'innovation dans le cadre des systèmes. Donc l'objectif d'intégration des systèmes de production pour la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Les précisions d'Elhaj Tcherno Sissé au micro de Muntaga Khan. C'est une réunion qui regroupe des organisations paysannes, des institutions de recherche qui ont voulu unir leurs efforts pour relever un peu les défis liés au climat, mais également à l'amélioration des systèmes de production pour la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Donc c'est un projet qui intervient dans 3 pays, le Sénégal, le Mali et le Burkina. Cette rencontre réunit des acteurs de ces différents 3 pays pour échanger, faire l'état des lieux d'abord par rapport à l'avancement du projet, partager les défis, échanger autour des défis pour sortir avec des recommandations qui pourront être opérationnalisées dans le cadre du projet. Nous sommes dans les premières démarches d'organisation des acteurs, au niveau du terrain. Nous travaillons à mettre en place des plateformes d'innovation. Des plateformes d'innovation, c'est des cadres de concertation multi-acteurs où le producteur, le chercheur, la collectivité territoriale, en tout cas tous les acteurs qui ont un rôle à jouer dans le cadre de l'objectif d'intégration des systèmes de production sont ensemble. Parlons de toute autre chose. Cohabiter avec des souris n'est pas toujours de tout repos. Le sujet peut sembler insolite, certes, mais ces rongeurs perturbent souvent la quiétude des humains qu'ils envahissent parfois dans leur maison, leur boutique, entre autres lieux. Le reportage est signé Mamseina Boubabou. Elle s'attaque à tout. Meubles, habits, billets de banque, matériel d'isolation, câbles électriques, documents administratifs, entre autres. Les souris sont attirées par la nourriture et aiment s'installer dans des endroits secs. Ce vendeur de friperie a vécu des jours pas roses à cause des souris. Les souris ont gâché ma carrière professionnelle. Elles ont grignoté tous mes papiers, pièces d'identité, passeports, alors que je devais voyager. C'est pourquoi je suis devenu maintenant un vendeur de friperie. Si je les vois, c'est sûr qu'elles ne passeront pas la journée. Je les tue sans hésiter. Ce quinquagénaire a beaucoup de poches d'habits trouvées et ceci n'est rien d'autre que l'œuvre des souris. J'ai l'habitude de manger des arachides, mais à chaque fois que je mets mes pantalons dans l'armoire, les souris font tout pour rentrer. Beaucoup de mes poches sont trouillées à cause d'elles. Mes livres coraniques aussi ne sont pas en reste. Même la nuit, si tu termines de manger sans te laver les mains, à ton réveil, tu verras que les souris étaient sur tes mains. Ce jeune est un vendeur de produits qui tue les souris. Selon lui, la vente marche beaucoup quand il fait froid. Les gens achètent les produits pour souris, mais actuellement c'est celui des cafards qui marche le plus. Par contre, la période de froid, on en vend beaucoup. Les prix varient entre 100 francs et 5 000. En plus de causer beaucoup de dégâts, les souris empêchent de dormir et entraînent des maladies comme la peste, le typhus, parmi tant d'autres. Et dans l'actualité ce soir, on s'intéresse également à la tempête de l'ouragan Ida qui a attaqué New York la semaine dernière. Des dégâts innombrables, une cinquantaine de morts recensés, mais 48 heures plus tard, New York n'avait plus les pieds dans l'eau grâce à son système d'assainissement. Un système qui mérite d'être copié au Sénégal, nous dit Migui Maram Dia et Seleman Diallo dans ce dossier. Il y a une semaine, New York était devenu invivable à la suite de fortes pluies, les effets de l'ouragan Ida. Une cinquantaine de pertes en vies humaines, des dégâts collatéraux et des activités à l'arrêt. Cette métropole cosmopolite, qui ne dort quasiment pas, a vu ses lumières éteintes cette nuit-là.
Au bilan lourd pour cette ville qui garde encore les stigmates de la pandémie, mais nos compatriotes ont été épargnés selon le consul du Sénégal à New York. Avec les intempéries de ces derniers jours, New York a été, je dirais même la zone de New York jusqu'à New Jersey, ont été des zones qui étaient très affectées. Il y a eu des inondations et il y a eu même des pertes humaines. Heureusement pour le Sénégal, on a été épargné. Jusqu'ici, je n'ai pas enregistré en tout cas de victimes pour ce qui est de ces inondations. Il y a eu des pertes matérielles, mais ça s'arrête là. Pas de pertes humaines côté sénégalais, mais des dégâts matériels importants. La preuve, cette mosquée construite par des ressortissants sénégalais était devenue infréquentable. La grande prière du vendredi a été même suspendue. Fort heureusement, la situation n'a été que de courte durée, selon l'imam. Ce qui s'est passé ici, c'était pas une pluie simple. C'était plutôt une tempête très forte même, qui a fait qu'il y a pas mal de morts. Il y a plus de 50 de morts à New York, New Jersey et Connecticut, les trois États qu'on appelle de Tri-States. Et voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle les catastrophes naturelles. Mais alhamdulillah, par la grâce de Dieu, et que ici peut-être les systèmes de canalisation sont faits de fait que même si ces choses-là se passent, ça ne prend pas de temps. Donc ça prend pas du temps. Cette ville de Staten Island fait partie des endroits épargnés cette fois-ci par cet ouragan. Mais les habitants gardent encore en mémoire les dégâts que leur a causé Sandy il y a 9 ans. La zone où on est là, ça ne nous a pas trop qui est impacté. C'est vrai qu'il y a eu 12 morts, mais ces morts-là sont à Brooklyn, peut-être Bronx, ce genre de trucs-là. Mais ici, on a été un petit peu chanceux, quoi. Il y avait des inondations avec Sandy. Je pense que le bourreau qui a été le plus touché, c'était ici, quoi, à Staten Island. Il y avait eu des morts, il y a des maisons qui sont parties qui ne sont pas encore revenues. La mer est venue et tout ça, là. Donc c'était très dur, quoi, ici. Malgré ces pluies torrentielles et les inondations soudaines qui ont frappé la ville, New York n'était pas sous l'eau le surlendemain. Ce qui constitue une prouesse pour cet adolescent sénégalais venu en vacances, mais il pense surtout à son quartier souvent envahi par les eaux pluviales à Dakar. J'habite il y a à peine 200 mètres de la mer, donc à Cambérène c'est facile de faire des canalisations et tout. Pour moi, pour faire marcher un bon pays, c'est de créer des canalisations et tout. Aux États-Unis, je suis là il y a 2 jours de cela. Le mercredi que je devais venir ici, on avait programmé une forte pluie, mais par la suite, quand j'étais là en France, aux États-Unis, le jeudi, j'ai rien trouvé ici. J'ai trouvé que l'eau a été évacuée par les canalisations et tout. Pour moi, les Sénégalais doivent tirer, surtout les autorités sénégalaises doivent tirer des leçons pour faire marcher le pays. Derrière nous, des Sénégalais qui ont une pensée pour les habitants de Keur Massar et les autres sites inondés, des victimes qui depuis des années vivent dans les eaux. C'est pourquoi ils invitent les autorités sénégalaises à imiter le système d'assainissement des Américains, même si entre New York et Dakar, c'est tout au monde. Dans Fenêtre d'Afrique ce soir, on s'intéresse à l'alliance spectaculaire entre la formation politique de l'ancien président Yaya Jammeh et celle du président Adama Barrow qui a suscité l'onde de choc en Gambie et particulièrement chez les victimes du régime de Yaya Jammeh qui parlent de haute trahison de la part du président Adama Barrow. Les précisions depuis Banjul, Amadou Bari.
Seules les montagnes ne se rencontrent pas. C'est ainsi qu'on qualifie cette alliance trouvée entre l'ancien parti au pouvoir ici, la PRC, et la formation du président sortant en quête de second mandat ici en Gambie. L'annonce a été faite le week-end dernier en marge d'une conférence de presse par le leader par intérim de la PRC, Fabakary Tombong Jatta, annonçant cette alliance en prélude à la présidentielle de décembre prochain. Alors l'un des points essentiels de cet accord serait que l'actuel président s'est engagé à faciliter le retour de son prédécesseur une fois réélu à la tête du pays, et qu'en contrepartie, l'ancien parti au pouvoir a accepté de s'allier avec lui et de voter massivement pour lui à la présidentielle du 4 décembre prochain. Alors, c'est l'opinion, vous pouvez l'imaginer, tout le monde est pris de court, on crie au scandale. C'est une onde de choc quand même au sein de l'opinion, les victimes notamment, qui attendaient quand même le rapport de la commission de réconciliation qui, au bout de 2 ans et demi d'activité, devait rendre son rapport en juillet dernier, mais pour des raisons quand même qu'on ne saurait expliquer avec exactitude, avait décidé de reporter la remise du rapport au chef de l'État le 30 septembre prochain, c'est-à-dire dans une vingtaine de jours. Alors, pour les victimes, la société civile notamment, cette alliance signe tout simplement la fin de tout espoir de justice, car si ces deux partis-là acceptent de s'allier, c'est pour les victimes une alliance contre nature qui n'a qu'une seule visée, une visée électoraliste, pour permettre au chef de l'État de se maintenir au sommet de l'État. Alors les victimes qui attendaient quand même justice ici, la commission de réconciliation qui a travaillé au bout de 2 ans et demi, on l'a dit, qui a enquêté sur tous les abus, les crimes commis dans le pays, on s'attendait quand même à ce que justice se fasse pour les victimes. Alors elle ne comprend pas les victimes, elle crie au scandale, ce rapprochement qui passe très mal. Elle envisage même de prendre la rue dans les prochains jours pour manifester, montrer sa désapprobation, montrer sa colère contre ce rapprochement. Le chef de l'État qui se fait taper par les organisations de défense des droits de l'homme, les Gambiens tout simplement, qui ne comprennent pas quand même, avec tout ce qu'on leur a fait subir, tout le traumatisme qui existe encore dans le pays, que ce président, même s'il peut être menacé par une opposition, qu'il puisse s'allier avec ce parti quand même qui était dans l'ombre durant ces dernières années. Les victimes, elles comptent s'organiser et elles menacent déjà qu'elles ne voteront pas pour le chef de l'État, c'est acté, et puis qu'elles feront tout, elles et leurs familles, les victimes, pour battre campagne massivement pour que le président sortant soit quand même soit quand même défait à la présidentielle. Et c'est sur cette fenêtre que se referme cette principale édition du soir. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur ITV.